j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous emmener avec moi tout au long de ma journée. Vous allez voir tout ce que je vais réaliser et tout ce que je vais manger aujourd'hui. Comme d'habitude, à la maison, je n'ai pas fait de courses spécifiques pour cette journée dans mon assiette, mais au contraire, j'essaye vraiment d'utiliser ce que j'ai chez moi. Donc cette fois-ci, j'ai de la chance, j'ai du frais, pas comme la dernière fois, mais j'ai aussi du sec. Et avec tout ce que j'ai dans mes placards et dans mon frigo, j'essaye de m'inspirer et de réaliser des recettes qui soient à la fois gourmandes, faciles, mais originales, et comme d'habitude, toujours vegan. Je sais que vous aimez beaucoup les journées dans mon assiette, j'adore aussi les filmer, donc je suis ravie qu'on s'entende bien sur ce sujet-là. Ce matin du coup, comme vous l'avez vu, pour le petit déjeuner, j'ai fait un petit déjeuner un peu original. Je vais pas vous mentir, je le fais pas tous les jours, je voulais vous montrer quelque chose de différent de ce que je fais vraiment tous les jours, qui est un bol avec du yaourt de soja que je fais maison. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Et en général, j'y mets également du muesli protéiné, parfois de la protéine en poudre, mais également de la compote, des graines de chanvre, etc. Et aujourd'hui, j'ai souhaité changer pour vous montrer une petite idée ultra simple, ultra rapide, et qui pour autant, moi, tout au long de ma scolarité, je me souviens, c'était vraiment un truc qui me calait énormément. C'est l'idée du wrap que vous allez venir tartiner de beurre de cacahuète et ensuite mettre une banane au milieu. Alors ensuite, vous pouvez la couper comme ça, façon un petit peu maquis ou pas. Moi aujourd'hui, pour la présentation, j'ai décidé de le couper et je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'association vraiment banane, wrap et beurre de cacahuète me cale d'une façon absolument exceptionnelle. Et en plus de ça, c'est vraiment absolument délicieux. Et ça peut se transporter très facilement si vous mangez par exemple, je ne sais pas, au travail, dans les transports en commun, ou bien à l'école, enfin que sais-je. En tous les cas, si vous avez besoin d'emporter votre petit déjeuner, je trouve que vraiment c'est hyper pratique parce que ça ne salit pas du tout les mains et c'est absolument délicieux. Et en plus, cette fois-ci, j'ai utilisé des petits wraps que j'achète chez Aldi. Alors, je ne sais pas s'ils existent chez Aldi France. Moi, je les achète chez Aldi Allemagne. Et du coup, ce sont des wraps qui sont à la fois vegan et protéinés. Ils sont assez petits, comme vous l'avez vu, parce que mon assiette est assez petite et ça faisait la taille, du coup, de mon assiette un peu moins. Et du coup, il y a 7,2 grammes de protéines par petit wrap. Donc, c'est trop pratique. En plus du beurre de cacahuète qui est super protéiné et qui est absolument délicieux, j'utilise celui de chez Nu3. Je ne suis pas du tout en collaboration avec eux sur ce vlog. J'ai néanmoins un code promo à vous proposer, puisque les produits m'ont été envoyés gratuitement. Et vraiment, si vous n'avez pas accès chez vous à un beurre de cacahuète qui soit naturel, sans aucun produit ajouté, qui soit qualitatif et bien protéiné, je vous conseille vraiment celui-ci. Aujourd'hui on est lundi, c'est une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit également prise de B12 à la maison. Nous on utilise celle-ci, la Veganicity, et moi je l'aime beaucoup puisque pendant des années, lorsque j'étais vegan, je suis vegan depuis déjà maintenant 7 ans, je prenais de la B12 tous les jours et en fait mon gros souci c'est que j'oubliais de la prendre tous les jours. Donc je la prenais bien sûr, j'essayais de la rattraper parce que la B12 peut se rattraper, mais vraiment je me rendais bien compte que tous les jours c'était vraiment une trop grosse charge mentale pour moi. Et du coup je suis passée à celle que l'on peut prendre une fois par semaine. Il suffit d'en prendre 2 d'un coup et vous avez votre dose de B12 sur la semaine. Il est important de se supplémenter en B12 dès lors qu'on commence à diminuer son apport en viande. Et en fait moi personnellement je la prends 2 fois par semaine parce qu'a priori c'est un peu mieux assimilé quand c'est en plus petite quantité. Voilà, après ça c'est des détails et normalement c'est largement suffisant de la prendre en une fois, mais moi j'aime bien la prendre du coup en 2 fois et du coup il suffit simplement d'espacer en fait de 6 heures sa prise de B12 avec la prochaine prise de B12. Donc parfois même si je me dis je vais la prendre uniquement sur le lundi, je peux très bien la prendre le lundi au petit déjeuner et le lundi au dîner. Ce qui fait que j'ai ma B12 pour la semaine. Je n'ai pas de jour spécifique où je prends ma B12, simplement j'essaye d'y penser voilà sur la semaine. Dites-moi si vous à la maison vous prenez votre B12 tous les jours, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, etc. Ça m'intéresse de savoir et également laquelle vous prenez. Là on est lundi matin du coup comme je vous le disais, on sort tout juste du week-end et alors hier on a passé une tellement belle journée, j'ai trop envie de vous raconter rapidement. Comme vous le savez peut-être, mon compagnon et moi nous avons déménagé à Strasbourg en octobre de l'année dernière et au début on était complètement focus sur le fait d'aménager l'appartement, de pouvoir vivre dans un endroit qui soit agréable, etc. Donc ça nous a pris tellement de temps et d'énergie d'aller dans tous les Emmaüs, dans toutes les antiquaires, etc. pour aller chercher en fait des objets pour notre appartement. Les personnes qui ont déménagé dans un appartement vide savent très bien de quoi je veux parler. Mais là, ça commence à faire un bout de temps qu'on a déménagé et depuis, on a vraiment beaucoup plus de temps qui s'est libéré le week-end pour faire d'autres choses. Et en général, on se réserve le dimanche pour faire des choses plutôt en nature, puisque le samedi, on a souvent besoin de faire des courses, etc. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir besoin de faire des choses un peu obligatoires le samedi et le dimanche à enfin pouvoir se poser. Et cette fois-ci, du coup, on a décidé d'aller faire une randonnée. On a emprunté à la bibliothèque un livre sur les randonnées à faire dans les Vosges et en le feuilletant ce week-end, on s'est rendu compte qu'il y avait également des randonnées à faire entre finalement
vraiment l'Alsace Nord et les Vosges. Du coup c'est plus proche de chez nous vu qu'on est en Alsace, donc c'était hyper pratique. Bref, tout ça pour dire qu'on a trouvé une superbe randonnée à faire. Donc du coup c'était en partant du village de Dambach. Et ensuite on remontait jusqu'au château de Bernstein et on a mangé sur le château de Bernstein. Je vais vous montrer à l'écran à quoi ça ressemblait parce que c'était juste magnifique. On avait une vue incroyable sur les montagnes, sur les Vosges, sur le petit village en dessous. Et donc on a fait ça, on a fait une randonnée, on était explosés parce qu'on a pris le chemin rouge. Je ne savais même pas qu'il y avait des couleurs pour les chemins, que c'était la difficulté, etc. Je ne suis même pas encore certaine à l'heure où je vous parle que c'est réellement lié à la difficulté. Mais en tous les cas on a quand même constaté que la zone rouge était quand même beaucoup plus difficile à faire que la zone bleue. Et du coup on est monté, c'était juste magnifique. La chienne était heureuse au possible, elle était totalement libre, elle pouvait nous suivre avec grand plaisir. Et nous ça nous faisait vraiment trop plaisir de la voir en fait s'ébattre dans la nature, dans la forêt, etc. C'était assez sportif, je vais pas vous mentir, on était trempés de sueur avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Heureusement évidemment comme on était en forêt, le chemin était ombragé. Et lorsqu'on est arrivé au niveau du château, c'était vraiment la récompense, on a pu manger sur les murailles, c'était absolument magnifique. Ensuite on est redescendu par la piste bleue cette fois-ci parce qu'on était déjà assez fatigués. Et en allant dans le village du coup de Dambach, eh bien il y avait une antiquaire d'ouverte. Je vous mettrai également des petites vidéos, je vous ai fait des petites vidéos très rapidement. C'est toujours un peu gênant hein, de filmer chez les antiquaires, les brocanteurs, etc. C'était plutôt une brocanteuse d'ailleurs. Mais je souhaitais quand même vous montrer, c'était incroyable parce que c'était vraiment... en fait sa brocante était vraiment disposée en grand bazar comme c'est souvent le cas dans les brocantes. Et c'est vraiment les charmes en général du lieu. À l'intérieur d'une cour, je pense que c'est une ancienne cour de ferme. Je ne sais pas comment expliquer, si vous connaissez un petit peu les maisons traditionnelles d'Alsace, vous allez voir de quoi je veux parler. Mais en général, il y a un gros portail en bois, une grosse porte en bois comme ça. Et lorsqu'on l'ouvre, c'est absolument féerique la vision qu'on a à l'intérieur. Il y a plein de plantes, des arbres, quelque chose de très grimpant, avec une cour intérieure qui est pavée, avec une splendide maison à colombage qui est vraiment en hauteur, avec un escalier extérieur qui est juste trop beau. Encore une fois, des arches à l'intérieur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, il faudrait vraiment que vous regardiez sur internet ce que c'est qu'une cour de ferme vraiment traditionnelle alsacienne. Mais là, c'était juste magnifique. Donc moi j'en prenais plein les mirettes en regardant ne serait-ce que ce patrimoine finalement historique qu'on avait autour de nous. Mais du coup également on y a passé 2 heures, la chienne était explosée, Erwan était explosé et moi j'étais toute excitée à l'idée de regarder tout ce qu'il y avait. Et du coup on a acheté plein de choses là-bas, on a vraiment eu un prix mais super intéressant, on a pris vraiment pas mal de choses franchement et on en a eu pour seulement 40 €. Autant vous dire que les prix dans les magasins on en aurait eu pour, j'ai l'impression, 5 fois plus je pense. Et vraiment c'était la surprise en fait de fin de journée qui a ponctué mais merveilleusement ma journée. On était tellement fatigués toutes les trois à la maison, on a toutes et tous très bien dormi, autant vous le dire. La chienne dès qu'elle est rentrée à la maison elle dormait à pattes fermées. Mais c'était vraiment ce genre de journée desquelles on garde un superbe souvenir. On était en extérieur, on a vraiment eu plein de verre dans les yeux, dans la tête, dans le cerveau, ça fait trop du bien. Et du coup là je suis remontée à bloc pour cette semaine de travail. Pour ce midi je vais commencer par réaliser du riz au curcuma. Pour ça rien de plus simple, je viens mettre un tout petit fond d'huile de coco. Là on est sur feu fort et je vais venir ajouter mon curcuma dans l'huile. J'ajoute ensuite mon riz, du sel. Et on va venir mélanger un petit peu le riz au curcuma jusqu'à ce que le riz soit totalement enrobé d'épices. Puis j'ajoute de l'eau que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire. Normalement ça va bouillir instantanément. Lorsque le feu est à ébullition comme ici, je viens éteindre totalement mon feu. Et en fait la chaleur résiduelle avec cette ébullition sur mes plaques vitrocérame qui vont continuer un petit peu à chauffer vont largement suffire à cuire mon riz. Donc même pas besoin de continuer à avoir le feu allumé à ce stade. Je vais oublier mon riz du coup pendant une quinzaine de minutes, le temps qu'il cuise de cette façon. Et je vais préparer mon plat, vous allez voir c'est un plat exceptionnel. Pour notre plat, je vais venir faire chauffer un filet d'huile d'olive. Il faut qu'il soit quand même assez généreux. Pendant que notre huile chauffe, je vais venir hacher 3 oignons. Donc comme d'habitude, je viens d'abord les éplucher. Puis je les hache. Et avec cet outil que j'adore, je viens les récupérer et les mettre directement dans ma poêle. Je mets une pincée de sel et également une cuillère de cette pâte de piment qui s'appelle du sambal bajak. Si vous avez une sorte de pâte de piment dans votre frigo, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser. Sinon vous pouvez tout simplement mettre du piment en poudre.
Ensuite, je vais venir utiliser ce tofu. Donc comme d'habitude, c'est le tofu traditionnel de magasin asiatique. Il coûte 4 € au kilo. C'est vraiment pas très cher. Et il est absolument délicieux. Il est fait à base de soja français, etc. Donc c'est assez cool. Et vous allez voir, je garde l'eau qui vient à l'intérieur pour le donner à Ebrel parce qu'elle adore ça. Regarde que maman est là pour toi. T'aimes trop ça? T'aimes trop? À chaque fois, elle le boit d'une traite, elle adore. Je pense que comme c'est protéiné, eh bien, elle apprécie tout simplement le fait que ce soit protéiné. En général, les chiens sont assez attirés par tout ce qui est protéiné. Ensuite, je vais venir couper mon tofu en gros cubes. Et ensuite, hop, dans le sens de la largeur. Voilà, ça me fait des cubes d'environ cette taille-là. Regardez-moi ce tofu, franchement, si vous ne connaissez pas, voyez à quel point il est lisse et soyeux et en même temps, il est super ferme. Enfin, c'est juste un pur délice. Donc, je vais ajouter mes cubes. Je vais venir bien mélanger. Pendant que le tofu grille sur feu fort, je vais venir m'occuper de mes aubergines. Donc une fois que je les ai lavées, je vais couper le pédoncule. Je garde ce qu'il y a derrière parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de différence si on l'enlevait ou si on le gardait. Donc autant garder plus de matière. Et je vais venir couper en sorte de frites en quelque sorte. Je vais vous montrer. Donc je vais faire des morceaux comme ça. Et ensuite je vais les recouper dans le sens de la longueur. Ça me fait des morceaux un peu comme ça. Vraiment. Comme vous l'avez vu, j'ai salé mes aubergines. Je viens ajouter également une grosse pincée de sucre, de la sauce soja. Je vais émincer 4 gousses d'ail. Et je vais venir les émincer, en tous les cas les couper en tranches. Et pour finir ce plat, je vais venir ajouter un petit peu de gingembre râpé. Donc comme d'hab, mon gingembre à moi, il était au congélateur, ça se râpe beaucoup mieux. Regardez-moi ça comme ça se râpe bien. On voit qu'il n'y a aucune fibre qui persiste. On va laisser cuire encore pendant 10 à 20 minutes. Ça y est, mon plat de tofu et d'aubergine est déjà prêt. Ainsi que mon riz au curcuma qui a cuit tranquillement à l'étouffer. Je viens égrener mon riz pour l'aérer. Je vais bien servir mon plat d'aubergine avec un petit peu de graines de sésame toastées. Également un filet d'huile de sésame toastée. Et des verres d'oignons nouveaux. C'est excellent. Ce sera vraiment restant, c'est trop bon. On vient de finir de manger et je voulais juste vous dire que le plat est absolument excellent. Et pour être tout à fait honnête, il était vraiment facile et assez rapide à préparer. C'est vraiment une recette simplifiée de la cuisine asiatique et sincèrement c'est absolument excellent. Comme l'a dit Erwan, ça ressemble vraiment à quelque chose qu'on pourrait commander au restaurant, mais je dirais quand même en moins gras je pense. Et vraiment c'est un pur délice. Là c'est la pleine saison des aubergines, donc n'hésitez pas à tester. Comme d'habitude, je vous écris toutes les recettes de la vidéo en barre d'infos. Pour le goûter, on va réaliser ensemble une petite crème dessert, vous allez voir, au lait de coco et au litchi. C'est absolument excellent, vous m'en direz des nouvelles, c'est hyper original. Donc on va commencer par mettre du lait de coco dans sa casserole. Également un tout petit peu de sucre. Pour la suite de la recette, je vais ouvrir une boîte de litchi. Évidemment, les litchis frais fonctionnent également. Et je vais venir séparer les litchis du liquide. Je garde évidemment le liquide. Je vais réserver, allez, 3 litchis. Dans une petite coupelle, je les utiliserai pour la décoration tout à l'heure, ça apportera aussi de la mâche à la dégustation. Et à l'aide d'un mixeur plongeant, je vais venir mixer le tout. Évidemment, vous pouvez aussi le faire au blender. J'ajoute cette pulpe de litchi dans ma casserole avec le lait de coco et le sucre. Je vais venir chauffer cette préparation sur feu fort tout en la fouettant. Donc c'est pas nécessaire de la fouetter pendant tout le temps de la chauffe. Le but ça va juste être de l'amener à petite ébullition. Avant que le liquide ne soit à ébullition, je vais venir ajouter une demi-cuillère à café d'agar-agar, donc environ 1 gramme. Vous le mettez bien en pluie comme ça et vous mélangez en même temps de façon à ce qu'il n'y ait pas de sorte de grumeaux d'agar-agar qui se forment. Et on laisse sur le feu jusqu'à ce que du coup la petite ébullition soit atteinte.
Pendant ce temps-là, on va pouvoir démarrer le reste de la recette. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de rose. Donc moi j'utilise de la rose séchée. Si vous avez de l'arôme de rose, de l'eau de rose ou bien même du sirop de rose, vous pouvez utiliser tout ça sans aucun souci. Moi ce que j'ai chez moi en ce moment, ce sont carrément des pétales de rose séchés que j'achète à Paris dans une épicerie indienne qui s'appelle Velan, qui est dans le passage Brady si vous connaissez. C'est une épicerie indienne dont je vous parle tout le temps, que j'adore parce qu'elle propose plein de choses, notamment des sels fumés qui sont absolument incroyables pour la cuisine végane et pour retrouver en fait le côté fumé de certaines charcuteries, etc. Bref, je m'étale, mais du coup j'avais acheté ces petites pétales de rose. Donc on va les faire infuser dans une deuxième partie de la recette. Ça va être en fait une petite gelée qui sera au-dessus de notre crème au litchi et au lait de coco. Et cette petite gelée, elle sera au litchi et à la rose, puisque la rose et le litchi vont très bien ensemble. Donc je vais venir mettre dans mon petit, vous savez c'est mon petit filtre à lait, donc c'est également tout simplement un sac à vrac que j'avais acheté chez Biocop en coton assez fin. Et donc ce sera parfait pour faire infuser tout ça. Je vais venir en mettre, allez on va dire 2 cuillères à café et demi. Donc voilà, tout est à l'intérieur et il ne me reste plus qu'à bien fermer le petit sac. Et on viendra tout à l'heure immerger en fait cette partie-là dans notre liquide. Ça y est, comme vous pouvez le voir à l'écran, le liquide bout. Donc là, c'est parfait. Ça veut dire que l'agar-agar va pouvoir commencer à faire effet en fait, ou en tous les cas s'activer si j'ose dire. Et donc il va falloir laisser sur petit bouillon comme ça pendant 1 à 2 minutes. C'est le temps qu'il faut pour que l'agar-agar s'active complètement. J'ai installé juste ici toutes mes petites coupelles qui vont accueillir du coup mes crèmes dessert. Regardez, alors je sais que je vous les ai déjà montrées dans d'autres vidéos, mais je sais aussi qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent à chaque vidéo. Ce sont des coupelles en cristal de la cristallerie de Lorraine qui sont taillées, que nous avons achetées lors d'un vide appartement que notre antiquaire nous avait présenté. Et vraiment, plus je les utilise, plus je les adore. Regardez comme elles brillent dès qu'on les lave, tout simplement avec juste du liquide vaisselle. C'est hyper brillant, je pense que c'est le cristal qui fait ça. Et je sais pas, je les adore, elles me mettent en joie. Et en ce moment je réalise plein de petites gelées de fruits, de fleurs. Je fais aussi comme ça des panna cotta, etc. Et du coup j'adore les utiliser. On peut aussi les utiliser pour mettre des boules de glace ou même d'autres desserts. Et vraiment bref, c'était juste un petit moment d'appréciation pour les achats d'occasion. Elles nous ont coûté seulement 15 € pour les 6. Enfin il y en avait même plus à la base, mais j'en ai donné à Emmaüs d'autres pour des personnes qui souhaiteraient par exemple couler des bougies ou ce genre de choses, parce qu'elles avaient des toutes petites égratignures sur les bords et que je n'avais pas envie que des personnes puissent se blesser en consommant des choses alimentaires à l'intérieur. Bref, je m'étale, mais si vous êtes intéressé par la seconde main, je vais vous mettre dans le petit i une vidéo que j'ai déjà faite sur du coup mes trouvailles, mon haul de brocante. Pour l'instant, le tout est encore assez chaud, donc je vais venir laisser refroidir tout ça. Et lorsque ce sera vraiment tiède, je les mettrai au réfrigérateur pour les faire prendre. Pour la suite de nos crèmes dessert coco litchi rose, eh bien on va faire une petite gelée qui ira au-dessus de notre dessert super fondant à la coco. Donc on va venir mettre en fait le liquide qu'il y avait dans la boîte de conserve de litchi. Donc c'est tout simplement une sorte de sirop de litchi si j'ose dire. Si vous n'en avez pas, eh bien ce n'est pas du tout grave. Si vous avez par exemple des litchis frais, aucun souci, vous mettez de l'eau et vous gardez un litchi que vous allez venir mixer avec cette eau et avec un petit peu de sucre, par exemple une cuillère à café de sucre, et vous pourrez le mettre dans votre casserole de cette façon. J'allume mon feu et avant que le tout soit chaud, avec mon fouet, je vais venir ajouter mon agar-agar, donc toujours en pluie, et je fouette pour diluer l'agar-agar. C'est là qu'intervient les roses qu'on a préparées tout à l'heure. Donc je viens totalement immerger le petit sac, le petit pochon avec les roses à l'intérieur. D'ailleurs avec le liquide qui imprègne le sac, eh bien on voit très très bien les petites pétales de rose à l'intérieur. C'est pas la peine de totalement l'immerger, sinon vous allez perdre vraiment du liquide. Et alors c'est totalement facultatif, mais j'ai bien envie que cette petite gelée soit d'une couleur un petit peu rosée pour rappeler la rose. Et je n'ai aucune envie d'utiliser, vous savez, du colorant artificiel ou quoi. J'ai chez moi ces petits pétales d'hibiscus séchés et donc je viens l'ajouter dans mon liquide. Et de cette façon normalement ça devrait dégager un petit peu de couleur rose puisque ça donne vraiment une couleur fuchsia très très jolie, mais voilà ce sera très très discret et c'est aussi le but. Si vous n'en avez pas, aucun souci, hein, c'est juste pour l'esthétique. Et si vous avez sinon un petit peu de jus de betterave ou bien si vous utilisez directement du sirop de rose, il y aura sûrement déjà du colorant à l'intérieur. Donc je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais moi je vois déjà que ça commence à laisser une légère trace rosée à l'intérieur, donc c'est parfait. Et je vais venir fouetter tout ça et surtout le porter à ébullition, c'est le plus important. De cette façon l'agar-agar eh bien fera effet comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà,
Voilà, comme vous pouvez le voir de très proche, mon liquide bout largement, donc je vais venir éteindre mon feu et je vais laisser bouillir comme ça pendant 2 minutes. Je pense qu'on peut voir là le rose qui a été apporté par la fleur d'hibiscus, c'est juste trop joli. Et voilà, le sirop est prêt. Regardez-moi cette jolie couleur. Alors c'est rigolo, ça a presque pris une couleur un petit peu violacée, mais moi ça me rappelle quand même pas mal la rose. Et donc je vais venir verser ça dans mon petit pichet, ici. Donc mon petit pichet à bec verseur. J'ai sorti mes petites crèmes au lait de coco du réfrigérateur. Bon, elles ne sont pas encore complètement prises, mais elles commencent quand même à être bien prises, donc c'est pas mal. L'agar-agar commence à faire effet. Et je vais venir en fait disposer mon petit sirop juste au-dessus pour faire une petite gelée au-dessus. Mais il faut vraiment faire attention à ce que ça n'abîme pas trop ce qu'il y a en dessous, vu que c'est chaud. Donc je vais venir tout simplement le verser de façon très très douce sur ma cuillère, sur le dos d'une cuillère comme ça, et en général ça évite en fait de faire un trou dans la crème en dessous avec un filet qui serait direct sur la crème. Pareil pour la deuxième, mais regardez-moi ce rose, franchement c'est juste trop romantique. Ça aurait été un dessert parfait pour une vidéo de Saint-Valentin. Est-ce que vous vous souvenez des litchis que j'avais gardés tout à l'heure? Donc le but c'est de les utiliser à présent et de les mettre comme ça sur la crème. Ils vont s'enfoncer légèrement mais pas trop et ça va faire une super déco puisqu'ils seront quand même un petit peu enfoncés dans la gelée de rose juste au-dessus. Et évidemment on n'hésite pas à se faire plaisir sur la déco avec quelques petites pétales de rose sur le dessus comme ça si ça vous plaît. Moi perso je trouve ça juste trop joli. Je vais faire pareil pour toutes les autres verrines qu'il me reste. Ensuite, je les laisse sur le comptoir ainsi pendant 5 minutes, juste le temps que la gelée prenne un tout petit peu. Et puis, je vais venir mettre tout ça au réfrigérateur. Et ensuite, on pourra le déguster tout à l'heure lorsque ce sera pris. Il faut au moins 1 heure au réfrigérateur. Pour ce soir, on va réaliser un délicieux mijoté à base de courgettes avec des oignons qui sont confits, des tomates semi-confites et également de l'origan, de l'ail. Enfin bref, vous allez voir, c'est un pur délice. Pour faire un plat complet de ce plat qui est à la base un plat plutôt de légumes, eh bien on va y ajouter des PST. Donc les PST, ce sont des protéines de soja texturées. Ça existe également en version protéines de pois texturées. Je sais aussi qu'en Allemagne, ils font de la protéine de lupin texturée. Et pour information, j'ai déjà proposé énormément de recettes à base de protéines de soja texturées. Si vous ne savez pas comment les cuisiner, c'est vraiment une protéine qui est extrêmement économique, qui est vraiment très intéressante car c'est une protéine vraiment assez complète et surtout qui est absolument délicieuse. Ça ressemble vraiment à de la viande en fait si c'est bien cuisiné. Donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur Instagram car oui, j'ai réalisé au moins 5 ou 6 recettes sur Instagram à base de PST et il y a aussi une recette sur Patreon à base de PST. Et je pense que potentiellement il y en a aussi dans d'autres vidéos YouTube. En tous les cas, aujourd'hui on va les cuisiner, comme ça vous allez pouvoir voir aussi un petit peu comment on s'y prend. Donc je commence tout d'abord, comme d'habitude, par éplucher et émincer mes oignons. Dans ma cocotte sur feu fort, je viens mettre un filet d'huile d'olive. J'y ajoute mes oignons. J'y ajoute une petite boîte de concentré de tomate. C'est toujours intéressant de venir faire caraméliser entre guillemets le concentré de tomate avec l'huile qu'il y a en dessous des oignons. Je sale. Un petit peu de paprika fumé et de l'origan. Je viens mélanger tout ça. Je couvre et je vais laisser cuire le tout pendant environ 5 minutes. Ensuite, je me munis de tomates fraîches. Alors si vous n'avez pas de tomates fraîches, vous pouvez évidemment utiliser des tomates en conserve, notamment des tomates concassées. Et je vais venir les couper. Alors, bon, je suis partie en tranches, mais au final, je vais plutôt les couper en quartiers. J'ajoute le tout dans ma casserole avec un petit fond d'eau. Je vais ensuite ajouter des petites courgettes. Personnellement, je trouve que ce sont les meilleures. Donc quand je peux trouver des petites courgettes, je prends toujours des petites courgettes. Et je vais venir les couper en gros morceaux. Alors, si vous avez pour habitude de couper vos courgettes en petits morceaux, ou même en cubes, ou en tranches, vous savez, assez fines, vraiment, je vous conseille de tester de couper vos courgettes en gros morceaux. Alors personnellement je ne coupe pas aussi complètement le pédoncule parce qu'il est très bon une fois cuit, je coupe juste le bout. Et en fait le fait de faire des gros morceaux, donc moi vous voyez je vais faire des gros tronçons comme ça, voilà.
Le fait de faire des gros morceaux de cette façon, et bien en fait si vous avez un petit peu le temps de faire mijoter vos légumes, notamment dans ce plat, c'est vraiment un plat parfait pour faire mijoter les légumes, et bien vous allez voir, ça va devenir des gros morceaux qui vont être hyper fondants, vraiment gorgés de saveurs du plat, de liquide, etc. C'est un pur délice. Donc sincèrement, si vous avez toujours coupé vos courgettes en petits morceaux, je vous invite vraiment fortement à essayer, même si vous ne reproduisez pas spécifiquement cette recette. Ce camailleux de rouge, je trouve ça juste magnifique, mais on va venir le gâcher avec du coup nos courgettes. Donc on va ajouter nos morceaux de courgettes. J'ajoute également des gousses d'ail en gros morceaux. Vous allez voir, elles vont devenir extrêmement douces avec la cuisson. Je mets également du laurier. Je mélange le tout. Et je vais ajouter du coup mes protéines de soja texturées. Alors à bien retenir que ça va gonfler à la cuisson. J'ajoute également un petit peu d'eau supplémentaire, parce que les PST vont vraiment se gorger de liquide. Évidemment, on n'oublie pas la belle pincée de sel, un petit peu de poivre, et une lichette d'un sucrant. Donc vous pourriez mettre vraiment une pincée de sucre pour vraiment contrebalancer l'acidité de la tomate. Moi je vais y mettre un tout petit peu de sirop de coco. J'ai également du coup une réduction sur ce sirop de coco puisqu'il m'a été envoyé gratuitement par Nu3. Et je vais mettre un tout petit peu de ça. Pourquoi ça plutôt que du sucre? Parce que vraiment le sirop de coco a une saveur qui rappelle un petit peu la mélasse si vous connaissez, ou même le miso brun. Ça a une saveur, vous voyez, un petit peu profonde comme ça, et ça va vraiment complimenter très avantageusement la tomate de ce plat. Mais évidemment, du sucre blanc fera très bien l'affaire également. Donc je viens mélanger tout ça à nouveau. Je vais couvrir et je vais porter à ébullition. Voilà, l'ébullition est revenue, regardez, ça bout vraiment fortement. Donc à ce stade, je vais éteindre complètement le feu. Or, mon plat n'est pas encore cuit. Néanmoins, aujourd'hui, il fait extrêmement chaud, il fait 30 degrés dehors, je pense qu'il fait 26 à l'intérieur, il fait vraiment très chaud. Et en plus, j'ai bien envie de faire des économies d'énergie. Pour cette raison, j'éteins le feu. Néanmoins, l'intérêt maintenant, ça va être d'utiliser en fait la chaleur résiduelle pour que le plat continue à cuire sans aucune électricité. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo 10 erreurs courses. Je vous la mettrai également dans le petit i. Je vous en parle très régulièrement sur Instagram. Et si le sujet vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo dans le vide, j'ai envie de faire une vidéo si vraiment ça intéresse et ça peut aider des personnes concrètement. Et bien si une vidéo sur le sujet de la chaleur résiduelle, de mes façons de cuire mes légumineuses, parce que j'arrive à cuire des légumineuses sèches en seulement 5 minutes de cuisson. Si tout ça, ça vous intéresse, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai vraiment une vidéo spécifique sur le sujet où je vous expliquerai et je vous montrerai également comment je fais très concrètement. Donc là déjà vous aurez un petit sneak peek si je vous fais du coup cette vidéo et que vous êtes intéressé. Donc là j'ai éteint le feu, je laisse évidemment ma cocotte sur le feu. Donc moi j'ai des plaques vitrocéram, il y a encore de la chaleur qui s'en dégage, donc c'est parfait. Et j'ai également du coup une cocotte avec un couvercle. Donc il faut qu'il y ait un couvercle, c'est très important. Ensuite, je vais venir mettre un premier torchon. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est un torchon un peu façon éponge. C'est pas du tout obligatoire, mais je trouve ça particulièrement efficace avec ce genre de torchon. Donc moi j'aime bien cumuler les deux. Donc je mets le torchon façon éponge. Si vous avez tout simplement une petite serviette de salle de bain, etc., n'hésitez pas à l'utiliser, hein, il faut juste qu'elle soit propre. Et ensuite, je viens ajouter un second torchon. Donc là, vous voyez pourquoi je fais ça. Parce qu'il est à peine 18 h, qu'on ne va pas manger avant au moins 1h30. Et que de ce fait, je n'ai pas besoin en fait d'avoir mon plat qui soit prêt dans réellement 10 minutes on va dire. Si j'avais laissé le feu allumé ou même 15 minutes ou même plus, j'ai simplement besoin en fait qu'il soit prêt pour l'heure du repas, donc dans 1h30. Je n'ai aucunement besoin d'utiliser encore l'électricité, donc j'éteins le feu. Et là en fait, j'ai créé une sorte de cocotte norvégienne si vous connaissez, mais sans aucun matériel. Je sens d'ailleurs hein, quand je mets ma main dessus que c'est vraiment déjà très chaud alors que je viens de le poser. Et je vais laisser comme ça, je vais l'oublier jusqu'au moment du repas. Et vous allez voir, au moment du repas, le tout sera tellement bien cuit, tellement fondant, c'est incroyable la force de la chaleur résiduelle. Ça y est, je passe à table, je voulais quand même vous montrer cette magnifique assiette que j'ai faite. Donc on a le riz au curcuma de ce midi et également du coup avec de la coriandre que j'ai ajouté au dernier moment sur ce plat de courgettes à la tomate avec de l'ail, avec plein de choses que j'ai réalisé à l'instant avec vous. Allez c'est parti, je goûte. Bon déjà les courgettes sont ultra fondantes comme je l'avais prédit. On a les PST qui vont équilibrer ce plat à merveille avec les oignons là qui sont confits. Et regardez-moi ces tomates là qui sont tout aussi confites. Ah mais c'est d'un fondant. Vraiment on sent que le tout a mijoté ensemble pendant un certain temps. Finalement c'est rigolo parce que ce midi on aurait pu penser qu'on était en Asie du Sud-Est au niveau des inspirations du plat. Et ce soir on pourrait penser qu'on est un petit peu
en Afrique du Nord, au Maghreb, etc. Je dirais qu'il manquerait juste des épices type par exemple du ras el hanout. Si vous mettez une petite cuillère à soupe de ras el hanout dans le plat, c'est sûr que ça rappellera totalement un plat vraiment du Maghreb. C'est aussi la découpe des courgettes qui fait ça avec les tomates, etc. J'ai servi le plat donc en plus de la coriandre avec un filet d'huile de colza. Je fais ça pour mes oméga 3 mais également pour le goût parce que c'est excellent. Et vraiment c'est un plat convivial qui est absolument délicieux et qui pour autant était super facile à faire. Franchement, j'espère sincèrement que vous referez les recettes de cette vidéo parce que pour l'instant, aujourd'hui, c'est un sans faute, c'est juste absolument délicieux. Et si cette vidéo vous plaît, vous pourriez aussi aller voir à la fin de cette vidéo une autre vidéo, une journée dans mon assiette, à chaque fois lorsque je filme des journées dans mon assiette. Du coup, je me pousse un petit peu à sortir des sentiers battus, etc. Et je me régale, c'est juste trop bon. Et si tu as testé déjà une recette qui vient de moi, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou ici sur YouTube, n'hésite pas à profiter de cet instant pour me le dire en commentaire, ça me fera trop plaisir de te lire. Vraiment, j'adore avoir vos retours, je crois que c'est la chose que je préfère lire. Ça y est, j'ai fini mon plat, un pur délice. Et je vais maintenant goûter le dessert. Regardez-moi ces jolies couleurs. Donc on a le blanc en dessous qui correspond à la couche au lait de coco et au litchi. Et on a au-dessus cette gelée qui est rose, presque violette. C'est juste super beau. C'est rigolo, on dirait presque des bougies. En tous les cas, vous avez été quelques-unes à me le dire sur Instagram. Et j'ai trop hâte de goûter ce dessert. What? On va croire que je fais la comédie, je suis désolée, tout est bon en fait, tout est trop bon. C'est fin! Ça se marie tellement bien ensemble. On a la couche du dessous du coup qui est d'une douceur extrême. On sent vraiment bien les litchis. Étonnamment, juste avec une boîte de litchis, on a réussi vraiment à donner ce goût si caractéristique de ce fruit exotique qui est juste incroyable. Et donc vraiment c'est laiteux, c'est crémeux, c'est gourmand. Et au-dessus, on a cette petite gelée qui elle est d'une douceur incroyable, qui est fleurie avec ce petit goût de rose et qui est à la fois un petit peu sucré. On sent aussi le litchi logiquement. Et tout ensemble, c'est juste... je sais pas comment dire, ça s'associe trop bien. Je verrais trop ces verrines lors d'un dîner un peu chic, lors d'un dîner entre amoureuses ou amoureux, ou même lors d'un mariage. Franchement, c'est vraiment des saveurs qui s'y prêtent totalement. Et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, une journée dans mon assiette, sans course, vous aura plu. En tous les cas, nous, à la maison, on s'est absolument régalés. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça vous prend 0,5 secondes et pour moi, c'est des heures et des heures de travail pour sortir une telle vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, même un emoji, mais dans le meilleur des cas, quelque chose qui vous a marqué par rapport à la vidéo. J'adore vous répondre, même si vous avez des questions ou des recommandations de vidéos que je pourrais faire. Surtout, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien n'hésite pas à t'abonner ou aller voir d'autres vidéos de ma chaîne pour voir si mon contenu te plaît. Moi j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo samedi à 17h30 sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous d'ici là et je vous dis à bientôt!